Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Encore une forte mobilisation des Camerounais de la diaspora pour dénoncer les dérives totalitaires au Cameroun. Ils étaient des milliers de manifestants dans les rues de Paris, en France. Ils ont marché pour condamner le maintien en détention des activistes et des militants de l'opposition depuis près de 9 mois. Cette manifestation est également l'expression de la colère de la diaspora camerounaise contre la malgouvernance et l'enlisement de la crise anglophone. Cette grande mobilisation des Camerounais affirmant leur soutien au professeur Maurice Kamto intervient au lendemain du lancement d'une campagne visant à mettre en lumière de nombreuses violations des droits des Camerounais arrêtés dans le cadre des marches du 22 septembre 2020 et considérés comme des otages politiques. À ce titre, le journal Le Messager analyse les chances de réussite d'une telle campagne internationale baptisée Cameroun Stop Repressions et affirme que l'on se dirige vers la libération des centaines de Camerounais placés en détention arbitraire selon la société civile. Cette mobilisation des Camerounais à Paris et cette campagne internationale peuvent-elles contribuer à la fin de graves violations des droits de l'homme dans le paysage sociopolitique du Cameroun? Rien n'est moins sûr dans un pays où la justice est sur les braises ardentes, critiquée pour la politisation des procédures initiées à l'encontre des militants du MRC de l'opposition. La justice doit enquêter en toute impartialité sur un scandale d'État, à savoir le Covid-Gate. Selon le journal La Voix du Centre, le rapport final de la Chambre des comptes enfonce le clou. La synthèse de ce rapport atteste qu'il y a eu bel et bien détournement des fonds Covid-19 entre surfacturation et violation du code des marchés publics. Les magouilles sont légion et ceux qui avaient été incriminés au départ restent dans le viseur de la Chambre des comptes. Le journal Kalara note qu'il y a 4 ministères au banc des accusés et 12 dossiers déjà prêts pour le tribunal criminel spécial. À la lecture de la synthèse de ce rapport final de la Chambre des comptes, des gestionnaires des fonds Covid-19 ont-ils savamment orchestré un système bien huilé de détournement des fonds publics? Quelles sont les conséquences de ces malversations financières mises à nu dans ce rapport final de la Chambre des comptes, alors que certains gestionnaires de la fortune publique se livrent à leur sport favori, les détournements de fonds? Le Cameroun vient à nouveau de s'endetter à hauteur de 450 milliards de francs CFA sur un marché international qui était disposé à octroyer au Cameroun plus de 1400 milliards de francs CFA. Une preuve, selon le ministre des Finances, que la signature du Cameroun est crédible et attire des investisseurs. Cependant, le fait que cet emprunt serve à rembourser une autre dette inquiète des analystes sur les difficultés financières et les capacités d'endettement du Cameroun, un pays engagé dans un programme d'ajustement structurel sous la supervision du Fonds monétaire international. Pourquoi ce rythme d'endettement et l'utilisation de la dette du Cameroun posent problème? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau André Luther Meka. André Luther, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les milliers et les millions de RDPCistes, de militants du RDPC qui assurent leur solidarité au président national, le président Paul Biya, qui a toujours voulu que le pays soit dans la paix, qui a toujours bagarré pour l'intégrité territoriale. À tous ces messages de solidarité vis-à-vis du président national, le président Paul Biya, je donne toute ma déférence. Je voudrais également saluer tous les millions de militants du RDPC qui sont fidèles à ce programme et de dire que nous sommes là pour la vérité et non pour le triomphalisme. Vous êtes communicant du RDPC, le parti au pouvoir. Merci d'être avec nous ce dimanche. Juste en face de vous, c'est Maître Moustapha Ngwana, conseiller juridique national du SDF. Maître Moustapha Ngwana, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous mes companélistes et bonjour aux nombreux téléspectateurs de l'émission Droit de réponse. Je suis heureux de me retrouver sur votre plateau une fois de plus. Bon dimanche à ceux qui nous regardent. Et juste à côté de vous, c'est Aristide Mono, analyste politique, parti du Yaoundé, pour nous joindre dans cette émission. Analyste politique
politique Aristide Monod, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les discutants du jour. Les hommages bien appuyés à l'aîné Edmond Kambia qui a eu à décrocher ce titre de meilleur analyste politique de l'année au Cameroun. Je suis très heureux de partager le plateau avec celui-là qui a fait beaucoup jours de venir en matière d'analyse. Nous ferons des efforts pour suivre la question de rester avec cet héritage au moment venu. J'aimerais également féliciter la grande équipe de production de réponse qui a été également honorée, surtout lorsqu'on sait que lorsqu'on parle des awards en Afrique, au Cameroun, c'est forcément l'Afrique francophone, où l'Afrique centrale s'impose comme l'une des sous-régions les plus importantes. Donc on peut dire que Droit de réponse aujourd'hui est l'une des meilleures, ou alors la meilleure émission d'Afrique centrale, émission politique. Et je suis ravi de participer à ce programme régulièrement et d'associer ma voix pour que les objectifs soient toujours atteints. Ce sont des objectifs de politisation, d'édification des masses dans un pays qui court derrière le premier but de la démocratie. Il est important que nous ayons des programmes pareils pour que les objectifs qui ont été fixés en 1980 soient finalement atteints et que nous quittions en fait cette logique, cette perception cynique de la politique qui veut faire croire aux uns aux autres que le champ politique c'est un champ de la barbarie. J'ai l'impression que certains n'arrivent pas à faire la différence entre la République, la principauté, la royauté. Nous sommes en République. On ne saurait donc appliquer les principes de Machiavel qui ont été élaborés dans le cadre de la principauté. Merci d'être avec nous, Aristide Monod. Vous l'avez indiqué, Edmond Kambia est sur ce plateau. Lui qui est désormais meilleur analyste politique selon les Awards Afrique Informe. Edmond Kambia, éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur le droit de réponse. Edmond, bonjour. Bonjour Céline Noufélé, merci pour les compliments Aristide. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Je voudrais renouveler mes amitiés aux millions de téléspectateurs fidèles du droit de réponse ainsi que ma sincère affection. Je salue particulièrement la diaspora camerounaise pour sa forte mobilisation autour des sujets qui préoccupent la société politique du Cameroun. Et nous en parlerons dans cette émission, mais avant, le cinquième panéliste, il est membre du bureau régional du MRC dans la région du littoral, Christian Massoma, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Cédric et bon retour parmi nous. Ça fait quelques semaines que vous êtes absenté du pays et je voudrais ce dimanche particulièrement saluer nos concitoyens de la diaspora qui hier, au-delà des clivages politiques et au-delà des considérations qui sont totalement absurdes pour la part de ceux qui nous gouvernent, ont décidé une fois de plus de démontrer qu'ils étaient une partie de souffle de la résistance, parce que cette résistance pacifique pour laquelle ils incarnent un certain nombre de valeurs nous permettra certainement d'aboutir à une alternance politique pacifique. Et je voudrais leur dire merci pour continuer à dénoncer avec autant de véhémence et de détermination les maux qui minent notre société et d'être partie prenante des combats que nous menons avec autant de détermination ici. Je voudrais aussi, puisque c'était l'une des thématiques qui a animé le rassemblement de Paris, Place de la République hier, renouveler mon affection à l'ensemble de nos militants et cadres qui sont incarcérés. J'ai une pensée particulière pour le professeur Foguet, pour Olivier Bibounissac, pour Pascal Zamboué, et je pourrais citer Salomon Béas et les autres. Les gars, soyez forts, tenez bon, le combat continuera jusqu'à ce que nous soyons dans une société où la liberté et la démocratie sont les idéaux et les valeurs partagées par tous. D'entrée de jeu avec vous, Edmond Kambia, ce scandale de Covid-Gate, il y a la synthèse du rapport final de la Chambre des comptes ayant analysé l'utilisation des fonds issus de ce fonds de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. Quels sont les points saillants que la Nouvelle Expression et vous aviez identifiés dans la synthèse de ce rapport final de la Chambre des comptes? D'abord, il faut dire que dans la synthèse de ce rapport final ou définitif de la Chambre des comptes,
il y a un certain nombre d'informations qui reviennent. Et je dois même dire que le rapport définitif est même plus alarmant. Il est plus grave que le rapport d'étape. Il y a la confirmation de la plupart des informations qui ont été publiées dans le rapport d'étape et des informations supplémentaires qui montrent que la situation est plus grave qu'on aurait pu l'imaginer. Il y a également, il faut le souligner, une chose qu'il faut noter. Beaucoup de personnalités, y compris des ministres, des membres du gouvernement, avaient laissé croire qu'ils n'avaient pas été auditionnés, qu'ils n'avaient pas été entendus. Et ils émettaient des réserves sur le contradictoire. Je voudrais ici et maintenant démontrer, rappeler, et ça c'est dans le rapport définitif de la Chambre des comptes, que toutes les personnalités dans la chaîne de décision et d'exécution ont été auditionnées, ont été entendues. Et c'est sur cette base que le rapport d'étape, comme le rapport définitif, ont été adoptés. Maintenant, sur les grandes lignes que l'on pourrait noter de ce rapport, les grandes lignes qui reviennent, et pour lesquelles on a déjà débattu sur ce plateau, je voudrais tout simplement dire ici qu'il y a plus de 167 milliards de francs CFA qui ont été dépensés dans la première phase en 2020. Plus de 167 milliards sur 186 milliards. Rien que dans la première phase. Je veux également noter que de toutes les personnalités concernées, il n'y a que le ministre de la Santé, Malaouda Malachi, qui a produit au ministre des Finances les rapports trimestriels attendus. Les autres ministres ou les autres personnalités n'ont jamais produit de rapport. Il y a donc une sorte d'opacité. Il y a également le fait que le ministère de la Santé a passé 4 marchés de médicaments. 4 marchés de médicaments pour 536 millions CFA, mais n'a pas pu indiquer aux enquêteurs le lieu de stockage de ces médicaments. On n'a pas pu voir où sont passés ces médicaments qui ont coûté 536 millions CFA. Il y a également, il faut le noter, un bâtiment qui a été mis gratuitement à la disposition du gouvernement pour les malades. Ok. Oui. Mais curieusement, sa réflexion a coûté 1 milliard CFA. La réfection d'un bâtiment mis gratuitement à la disposition du gouvernement pour les malades a coûté 1 milliard CFA. Il y a également le fait qu'un marché d'hygiène et de salubrité, d'assainissement, a coûté 157 millions CFA. Et qui a gagné ce marché? Une société pratiquement sans expérience. Établissement African Distribution. Créé en février 2020. Créé en février dernier, oui. Les unités d'isolement construites dans 4 stades n'ont accueilli aucun patient Covid. Vous vous rappelez, il y a eu cette mobilisation, on a vu des stades de football ou les stades annexes où, il y a eu où on a construit des bureaux, on a construit des sortes d'enclos pour pouvoir isoler les malades, mais aucun de ces stades n'a accueilli un malade Covid. Et le plus grave, c'est que cela a coûté 841 millions. 841 millions. L'achat de 4 ambulances non livrées, confiées à 2 entreprises, Yao Farm et Medline Medical, a coûté 55 millions. C'est-à-dire le double du prix d'un autre concessionnaire. C'est 55 millions par ambulance. Oui, 55 millions. Oui, par ambulance, oui. Il y a eu également la confirmation de la surfacturation dont on parlait depuis sur ces plateaux. Plus de 15 milliards au profit de la société Medline Medical Cameroun dans l'achat des tests. Donc c'est une confirmation qui figure dans le rapport d'État. Confirmation, Edmond Kambian. Confirmation parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur cette question. La dite société a même laissé croire qu'il n'en est rien, a voulu se justifier en laissant croire qu'il n'y a pas eu surfacturation, en voulant se justifier, mais a plutôt aggravé son cas. J'ai dit, c'est pour cela que nous disons confirmation, parce que quand l'information est sortie dans le rapport d'étape, cette société a laissé croire qu'elle n'a jamais surfacturé et a cherché plutôt à justifier pourquoi les tests ont coûté tel montant plutôt que tel autre montant. Le rapport définitif confirme bien, c'est plus de 15 milliards de surfacturation.
Et il y a le double paiement de marché. Et là, c'est plus grave. Double paiement de marché. Ce qui coûte un préjudice de plus de 700 millions. Il y a eu beaucoup de marchés où il y a eu des doubles paiements. Et également, il faut le noter, 1 milliard 250 millions de travaux qui ont été effectivement payés. Non livrés. Non livrés, inachevés. Il y a beaucoup d'informations qui ressortent de cette synthèse du rapport définitif qui montrent qu'en réalité, toutes les personnes concernées, toutes les institutions qui sont indexées, et je voudrais rappeler que il y a 12 dossiers qui ont été transmis à la justice. Il y a 14 dossiers pour lesquels la Chambre de comptes va s'occuper personnellement parce qu'il s'agit de faute de gestion. Cela signifie en réalité que nous nous acheminons dans une situation où le tribunal criminel spécial, à le regard de toute la nation, de toute la communauté nationale et internationale, focalisée sur elle, pour dire le droit. Et la Chambre de comptes, dont les enquêteurs ont fait preuve de maestria, parce qu'il faut le dire, la Chambre de comptes est dirigée par un président qui s'appelle Yap Abdou, qui a, dans le passé, été président et le premier président du tribunal criminel spécial. Il y a à la Chambre de comptes des magistrats chevronnés, et je l'avais déjà dit ici, il y a des magistrats conseillers, des conseillers maîtres, des auditeurs. Et je voudrais ajouter, pour montrer la crédibilité du rapport définitif, que les magistrats de la Chambre de comptes ont eu la précaution, se sont donné la précaution d'associer un cabinet d'expertise comptable et d'audit dans le travail qu'ils ont outillé, qu'ils ont réalisé avant d'adopter début juin le rapport définitif. Et cette synthèse, Christian Massouma, quels sont les éléments qui retiennent le plus votre attention? Lorsqu'on suit, par exemple, qu'il y a des médicaments achetés pour près de 536 millions de francs CFA et que le ministère de la Santé peine à indiquer à la Chambre des comptes où des médicaments ont été stockés, est-ce qu'ils ont été enregistrés dans les livres comptables et comment est-ce qu'ils ont été utilisés? Elle parle d'un risque élevé de détournement de fonds publics. Quel regard portez-vous sur l'ensemble de cette synthèse du rapport final de la Chambre des comptes? Monsieur Noufélé, ce rapport nous démontre à souhait quelque chose d'assez probant, c'est que les gestionnaires de la fortune publique, du moins ceux qui ont été impliqués dans la stratégie de riposte à travers le fonds spécial, se sont amusés avec l'argent public comme s'ils étaient dans un jeu de Monopoly. Je vais m'expliquer. Dans le jeu de Monopoly, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez gagner de l'argent juste en jouant aussi facilement. Toutes les règles d'orthodoxie en matière de comptabilité ou en matière de gestion ont été défiées de manière assez incroyable par les personnes qui devaient normalement protéger la fortune publique. Il y a des cas que Edmond vient de citer. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été révélés par ce rapport. Le président du comité de gestion au ministère de la Santé, par exemple, dans un chapitre qui concernait la passation des marchés pour laquelle il avait forcément un mot ou une prépondérance en termes de recommandations, a vu 3 marchés attribués à l'un de ses proches, pour ne pas dire son frère, pour un montant de plus de 850 millions de francs CFA. Et l'attributaire ou les sociétés attributaires de ces marchés ont pour commun d'avoir le même gérant. C'est-à-dire les 3 entreprises ont pour commun d'avoir le même gérant. Je vais les citer. C'est-à-dire il y a Aboa, il y a Perspective, il y a ABS Motors. Alors vous pouvez comprendre aisément ce qui a été l'enjeu principal dans la gestion de la stratégie de riposte. On a vu les milliards qui nous ont été accordés par le FMI arriver
Et nos dirigeants ont estimé que cet argent, au lieu de soigner les Camerounais, au lieu de porter une réponse efficace, tant en matière de stratégie par rapport à la santé des Camerounais ou sur la riposte économique, devait plutôt servir à engraisser les délinquants en col blanc. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et ce rapport est la preuve palpable que désormais dans notre pays, l'argent public est devenu la chose la plus banale pour un gestionnaire. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Comment imaginer qu'on banalise autant de sommes aussi importantes dans un environnement économique, social, politique, qui est aussi difficile que le nôtre? Comment imaginer que des gens qui sont censés avoir appris les règles minimales de gestion, ni respecter les procédures de passation de marché, ni respecter les procédures de livraison, et que l'argent se soit envolé comme ça, pratiquement en perte et profit? On venait de citer des sommes qui ont été versées ou des paiements qui ont été effectués pour des marchés soit non livrés totalement ou qui étaient même juste en début d'exécution, mais 1,250 milliard de francs ont été payés pour des travaux et des marchés qui n'avaient pas été livrés. Je voudrais parler de cette situation avec la plus grande gravité pour dire que nous sommes arrivés à une phase extrêmement alarmante. Et il faudrait que toutes ces personnes qui ont décidé de s'amuser avec l'argent des Camerounais de la sorte puissent répondre devant les juridictions et notamment le TCS avec la plus grande rigueur en matière d'application de la loi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas être dans un pays où la morale a foutu le camp. Nous ne pouvons pas être dans un pays où il n'y a aucun respect de la chose publique, il n'y a aucun respect de la dignité des Camerounais, il n'y a aucun respect de la survie et de la santé des Camerounais. Donc, il faut le dire ici, on peut relever l'ensemble des fautes qui ont été relevées par la Chambre des comptes. Et il y en a beaucoup. Et c'est extrêmement choquant de voir que on est en 2021 dans un pays qui s'appelle Cameroun et que les personnes qui nous dirigent ou alors qui dirigent les institutions chargées d'apporter des réponses aux problèmes de Camerounais peuvent se comporter comme des petits délinquants qu'on a envoyés dans un marché et qui se contentent de voler à tout va, tout ce qu'ils voient autour d'eux. Et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable, Cédric. Pour le mouvement de la Renaissance du Cameroun, nous demandons que la justice se saisisse de l'ensemble des procédures qui ont certainement déjà été initiées et que l'ensemble de ces gestionnaires puissent efficacement répondre de leurs fautes de gestion, que ce soit au niveau de la Chambre des comptes, que ce soit au niveau du tribunal criminel spécial. Et que les Camerounais soient au moins rétablis dans la vérité et qu'ils sachent exactement ce qui s'est passé et que les coupables puissent répondre de leurs actes parce que c'est la seule solution aujourd'hui. Nous ne sommes pas sûrs, parce qu'on l'a vu avec les cas antécédents, nous ne sommes pas sûrs que cet argent rentrera dans les caisses de l'État. Nous avons vu une situation, je vais peut-être chuter par là, nous avons vu une situation où le ministère de l'administration territoriale a vendu des tests rapides au ministère de la Santé. La réglementation interdit à une institution publique de vendre des biens à une autre institution publique. Alors, comment expliquer que le ministère de l'administration territoriale ait passé des actes qui peuvent être assimilés à des actes de commerce au ministère de la Santé et que l'argent, les 288 millions qui ont été payés par le ministère de la Santé, soient logés dans un compte ad hoc dont l'identité du propriétaire reste inconnue? Le rapport indique que le Premier ministre a demandé que cet argent rentre dans les caisses du ministère de la Santé, mais il est fort à parier qu'il subsiste un doute sérieux sur de telles opérations et c'est ce qui choque les Camerounais par rapport à l'orthodoxie de gestion et à l'orthodoxie financière au sein de ces institutions. Après vos questions, Massouma, André Luther Mekama, le ministre de l'administration territoriale est devenu un prestataire au point de vendre des kits de dépistage à un autre ministre de la Santé publique. C'est le rôle du ministre de l'administration territoriale de vendre les kits de dépistage. Je ne suis pas magistrat pour qualifier les faits ou pour le condamner. Je crois qu'il y a une procédure en cours. Je voudrais dire à tous les Camerounais qu'il est important que cette émission ne soit pas une émission à charge, mais que ce soit une émission pédagogique pour que les Camerounais puissent comprendre effectivement de quoi il s'agit. Je voudrais dire que la Cour suprême, notamment, a 3 chambres. La chambre administrative, la chambre des comptes et la chambre judiciaire. Donc, notamment, la chambre des comptes statue sur
les comptes et contrôle les comptes des établissements publics et des entreprises publiques. Donc, c'est dans le rôle, n'est-ce pas, de la Chambre des comptes. Et je voudrais dire à tous les Camerounais que ce qui est fait aujourd'hui démontre particulièrement la rigueur du chef de l'État dans le cadre, n'est-ce pas, de la gestion de la fonction publique. Je voudrais rappeler ici l'ordonnance numéro 2020-001 du 3 juin 2020 qui avait prévu l'audit de ces fonds, le décret numéro 2020-3221 du Premier ministre du 22 janvier et la circulaire du 22 janvier 2020 qui avait prévu, n'est-ce pas, cet audit, qui notamment devait travailler sur la régularité des fonds, la performance des actions de l'État, l'efficience et l'efficacité. Donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que nous avons tous la chance et le privilège de voir que le chef de l'État est resté constant dans ses missions de garant de l'équité, de la justice sociale, en permettant qu'il y ait l'audit et en démontrant effectivement qu'il y a la séparation du pouvoir, du judiciaire et de l'exécutif. Parce que j'ai longtemps suivi dans les débats dit qu'il y a une mainmise dans le judiciaire, les pouvoirs ne sont pas libres. Aujourd'hui, vous constatez que tout l'État, tout le gouvernement camerounais est soumis, n'est-ce pas, à cet audit. Et je voudrais également dire qu'il ne faudrait pas que la financiarisation du projet puisse tuer l'humanité. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, au-delà de comment cela a été fait, des fonds qui ont été mis, est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce qu'il y a eu une riposte efficace dans le cadre, n'est-ce pas, de la gestion du Covid? Je dis oui. Et j'en assume effectivement cette posture. Je dis oui, je dis qu'il y a effectivement eu une riposte. Et je peux vous dire que sur les 26 activités qui ont été prévues par le gouvernement, notamment par le décret du Premier ministre, sur 19 activités du ministère de la Santé, 18 ont été mises en œuvre. Sur 7 activités du Minérésie, je crois que 4 ont été mises en œuvre. Donc, automatiquement, il y a eu l'objectif qui a été atteint. Et je voudrais qu'on fasse un petit débat qui est assez important. Est-ce que les entreprises locales doivent mourir au détriment des entreprises internationales qui ont de l'expertise? Je dis non. Il faut toujours commencer quelque part. Et je crois que si on a fait confiance aux PME camerounaises, si on a pu donner la confiance aux PME camerounaises de pouvoir travailler, cela permet, n'est-ce pas, de booster l'économie camerounaise. Maintenant, comment ces fonds ont été utilisés, c'est un autre débat, mais je crois que... Mais là, c'est le débat, André Luther Meka. Le débat actuellement, c'est comment l'argent a été utilisé. Vous parlez des entreprises camerounaises. Certaines d'entre elles ont eu des marchés de 2 milliards de francs CFA alors qu'elles ont été créées quelques jours seulement avant d'avoir ces marchés. C'est-à-dire en juillet 2020, une entreprise a été enregistrée au registre du commerce et quelques jours après, elle se voit attribuer des marchés d'une valeur de 2 milliards de francs CFA. Pourtant, elle n'a aucune expérience et aucune crédibilité qui devraient être des critères d'appréciation avant de pouvoir être sélectionnée parmi les entreprises prestataires. Pour vous, c'est ça la démarche? C'est comme ça qu'on encourage les PME ou qu'on encourage le détournement de fonds publics au Cameroun? Votre question est tout à fait pertinente. Le fait qu'on crée une entreprise à la veille d'une opération ne démontre pas qu'elle n'a pas l'expertise. Elle peut avoir l'expertise nécessaire à travers les personnes qui composent cette PME. Le problème n'est pas à ce niveau. Mon débat, c'est est-ce que nous ne pouvons pas faire confiance aux entreprises locales? Est-ce que nous ne pouvons pas permettre à ce que les entreprises locales puissent avoir des marchés qui leur permettent de booster l'économie camerounaise? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas critiquer, n'est-ce pas, la posture de l'invasion économique et critiquer également les entreprises locales qui sont en train d'émerger à travers, n'est-ce pas, un certain nombre de marchés. Il faut que ce soit clair et que ce débat soit fait. Le problème que je pose ici, c'est le problème, n'est-ce pas, de la nationalisation des emplois et le fait de booster l'économie. Donc, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat peut être sur la gestion de ces fonds, comment cela a été fait. Mais le fait qu'on crée une entreprise et que cette entreprise gagne un marché, pour moi, ne cause aucun problème dans le cadre, n'est-ce pas, de l'émergence des entreprises locales. Je vous en prie, permettez qu'il termine. Je voudrais conclure en disant que ma posture est celle de quelqu'un qui respecte les institutions républicaines. Je ne voudrais pas dire que ce qui a été dit n'est pas vrai. Je crois qu'il y a une autre étape qui va arriver, qui est une étape de la procédure, notamment au tribunal criminel spécial, où les mises en cause vont certainement s'expliquer, où il y aura du contradictoire, et je crois qu'à ce niveau, les débats seront ouverts. Je me refuse de m'ériger
en directeur de conscience, à accabler ceux qui ont fait ce travail. J'attends que la justice puisse, n'est-ce pas, dire son verdict. Après vous, André Luther, Maître Moustapha Mbouana, vous avez une réaction? Je voulais réagir en disant que il ne faut pas qu'on laisse croire que les autres panélistes sont contre la possibilité qui doit être offerte aux entreprises camerounaises de pouvoir gagner les marchés. Il faut savoir qu'il y a une liste de 303 entreprises qui ont été présélectionnées par le ministère de la Santé et qui devait être en réalité la shortlist des entreprises qui devaient bénéficier des différents marchés, ces entreprises camerounaises. Mais seulement, curieusement, dit le rapport, il y a 96 entreprises qui faisaient partie des 303 qui ont bénéficié des marchés, donc qui ne faisaient pas partie de la shortlist. Elle n'était pas camerounaise? Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, monsieur Meka. Okay. Pour dire que votre argument ne tient pas, parce qu'on aurait pu, dans la liste des entreprises qui avaient été shortlistées, prendre les entreprises camerounaises qui allaient pouvoir réaliser ce travail-là, parce que c'est au regard de leur préexistence et de leur expérience qu'elles avaient été retenues. Et il faut savoir que parmi les 96, il y a 4, comme tout à l'heure faisait référence, c'est dit 4 entreprises qui ont été créées en juillet et août et qui ont bénéficié des marchés d'importance exceptionnelle. Donc pour dire que l'argument qui est exprimé ici par Meka ne vaut absolument pas. On aurait pu, en donnant toujours la possibilité aux Camerounais de travailler, d'encourager la main-d'œuvre locale, octroyer ces marchés à des entreprises ayant l'expertise nécessaire pour ce faire. Donc il y a eu complètement une volonté gabégique, une volonté de pouvoir saucissonner et pouvoir mettre la main dans la caisse, dans la fortune publique. Et c'est ce qui est reprochable en l'espèce. J'espère que je vous en prie, Maître Moustapha Mbouana, quels sont les points saillants pour vous de cette synthèse du rapport final? Qu'est-ce qui vous marque le plus pour le parcourir? Il faut d'abord commencer par dire qu'il y a eu un dépassement du budget de 58 milliards. C'est-à-dire qu'au départ, ces différentes activités ont été budgétisées à hauteur de 99 milliards, mais on a eu un dépassement de l'ordre de 58 milliards. Sans qu'il y ait une autorisation spéciale permettant aux parties prenantes de procéder au dépassement budgétaire auquel ils se sont livrés. Il n'y a pas eu de véritable comptabilité. Les comptables matières ont été mis complètement à l'écart. Parce que les comptables matières, il faut le dire, sont ceux qui gèrent les stocks. C'est comme les comptables disent, ils ont deux expressions qu'ils utilisent, LIFO et FIFO. Last in, first out, first in, first out. Donc ça veut dire qu'on devrait pouvoir connaître quels sont les stocks existants, mais ceux qui avaient cette responsabilité-là ont été complètement mis à l'index. Et ce qui est très grave, parce qu'en matière de comptabilité publique, ce n'est pas possible, cela ne s'explique pas. Donc on a mis de côté les personnes qui devaient faire le travail et pouvoir nous apporter des informations. Autre chose, c'est qu'il y a eu une volonté même de tromper la Chambre des comptes. Parce que la Chambre des comptes a fait la reconstitution des comptabilités, ce qui n'est pas son rôle. Il n'y a pas eu de comptabilité, il n'y a pas eu de traçabilité des opérations. Donc la Chambre de compte a reçu des informations parfois de différents ministères qui étaient contradictoires concernant les mêmes opérations. Ce qui fait qu'elle a d'abord dû faire un travail de reconstitution des comptabilités avant de pouvoir faire son travail. Donc il y a eu une volonté de la tromper. Donc de tromper la justice, de tromper la Chambre des comptes. Ça également, ça doit être absolument mis en perspective. Il faut savoir, avoir parlé du centre Orca, mais la Chambre des comptes a également relevé qu'il y a comme une volonté de rétrocommission ou bien de paiement déguisé qui a été fait pour les responsables d'Orca, parce que un marché de 600 millions a été passé avec un directeur général de Orca, qui est également directeur général d'entreprise prestataire. Donc il y a des faits comme cela qui ont été révélés, et également que des contrats dont on ne maîtrise pas les termes, les conditions ont été passées, et malheureusement très souvent au grand détriment de la fortune publique. Donc les choses ont été faites de manière cavalière. Il y a une volonté de tromperie chez la plupart des acteurs. Vous voyez par exemple l'Institut de recherche médicale et des plantes médicinales qui commande des médicaments qui sont déjà conditionnés. On arrive au Cameroun, on change les emballages en achetant de nouveaux emballages à hauteur de 9 millions. Une somme qu'on aurait pu, par exemple, économiser. Donc, il y a eu une volonté chez tous les opérateurs de pouvoir tromper. Et l'INPM, par exemple, a dit qu'ils avaient les aptitudes pour fabriquer les médicaments. Ils sont venus avec les intrants. Les intrants, les 12 fûts, je crois, d'intrants pour fabriquer la zithromycine
jusqu'à ce jour, sont stockés à l'INPM qui n'a jamais pu fabriquer le moindre comprimé d'azithromycine, alors qu'ils ont laissé, à un moment donné, qu'ils avaient la capacité et l'aptitude pour pouvoir le faire. Ce qui était également un fait, qui est également, de notre point de vue, un fait saillant qu'il faut mettre en perspective. Il y a également l'utilisation de la procédure d'urgence. Vous vous rendez compte que finalement l'utilisation de la procédure d'urgence pour certains marchés était plus compliquée et plus longue que la procédure normale. Relativement aux ambulances, par exemple, ce n'était pas 4 ambulances, le rapport parle de 16 ambulances. Il y a 16 ambulances qui ont été achetées. Mais seulement, entre la passation du marché et la mise en œuvre effective, il y a 5 mois qui sont écoulés. Alors que, selon la procédure normale, en 18 jours, les choses auraient dû bouger. Donc, il n'y avait pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence dans les différentes actions qui étaient mises sur pied. Il y a également une absence de vision stratégique que la Chambre relève et une absence de cohérence dans l'action gouvernementale. On savait par exemple qu'il y aurait le championnat d'Afrique des Nations, qu'il y aurait la Coupe d'Afrique des Nations. Mais on a quand même pris sur nous de réquisitionner 4 stades que nous avons équipés à hauteur de 841 millions. Mais quelques jours après, sans qu'il ait reçu le moindre malade, on a démantelé le centre en question et toutes ces sommes sont passées en perte et profit aux grandes dames du budget de l'État. Il y a également que aujourd'hui, nous dit la Chambre, on est dans l'incapacité de pouvoir dire avec exactitude si les statistiques qui étaient par exemple annoncées chaque fois par le ministre de la Santé étaient avérées. Parce que il n'y a aucun système d'informatisation ou bien de recoupement des informations qui a été mis sur pied pour permettre par exemple à la Chambre et aux différentes personnes chargées de contrôle de se rassurer de la sincérité, par exemple, des chiffres qui étaient avancés par le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé vous dit aujourd'hui peut-être qu'on a 25 000 cas, mais il n'y a aucun élément pour vous dire qu'il y a 25 000 cas. C'est-à-dire que les personnes il n'y a pas une identification des personnes, il n'y a pas de rapports circonstanciés qui sont faits, et il n'y a même pas de manière générale de rapports qui sont faits par les différentes parties prenantes qui ont utilisé les sommes relativement au Covid. On met le ministre de la Santé, comme dit le rapport, qui s'y est essayé. Mais mais avec une volonté, avec de la volonté malicieuse, avec de la malice. Donc, de manière générale, il y a eu une volonté de désinformation, une volonté de tromper. Et les principes qui régissent même la comptabilité publique ont été complètement mis à l'écart. Parce que en matière de finances publiques, lorsqu'il y a une recette, elle correspond à une dépense précise. Donc vous ne pouvez par exemple prendre de l'argent qui a été utilisé, qui a été prévu par exemple pour acheter une ambulance, ou par exemple aller acheter autre chose. Sauf que c'est vrai qu'il y a des correctifs qui peuvent être faits. Mais dans le cas d'espèce, aucun rectificatif ou un correctif n'a été fait pour autoriser par exemple les autorités administratives à procéder comme elles l'ont fait de manière aussi cavalière. C'est pourquoi je reviens sur ce que j'ai dit une fois ici, qu'on a le sentiment qu'il y a une espèce de malédiction qui frappe les gestionnaires de la fortune publique au Cameroun, où chaque fois que les deniers sont mis à leur disposition pour pouvoir apporter du soulagement aux souffrances des populations, c'est l'occasion pour eux de s'en mettre plein les poches, et c'est la République qui en pâtit. N'oublions pas qu'il y a un citoyen de notre pays qui, parce qu'il a exprimé son dépit dans la zone du Mungo, a pris 1 an d'emprisonnement, parce qu'il n'avait pas compris que lui travaille, il gagne 32 000 francs, il gagne 32 000 francs en un mois, ce qui est même déjà en deçà du SMIC, mais qu'il y a des personnes qui ont quand même pu détourner 180 000 en République. Donc il faut pouvoir comprendre l'indignation des Camerounais à un certain moment. Donc les choses doivent être faites différemment pour que les recommandations qui étaient faites par la Chambre des comptes puissent nous amener quand même à rétablir cette moralité dans la gestion des finances publiques. Et pour rester sur ce rapport, Maître Moustapha Ngouada, il y a le cas du ministre de l'administration territoriale. Tel qu'il est bien mentionné dans ce rapport final, dans la synthèse, il a indiqué que le ministre de l'administration territoriale a vendu 15 000 tests de dépistage de Covid au ministre de la Santé publique, alors qu'aucune administration ne devrait procéder ainsi selon la législation en vigueur au Cameroun. Quel commentaire cela vous suggère? Vous savez, le ministre de l'administration territoriale, qui est un très grand donneur de leçons, de mon point de vue, doit absolument faire face à ses responsabilités. Je crois qu'il y a 12 procédures pénales qui ont été
qui a été suggéré par la Chambre des comptes, par les hauts magistrats de la Chambre des comptes, dont le président, il ne faut pas l'oublier, était le président du tribunal criminel spécial. Donc le ministre de l'administration territoriale devra répondre de ces actes incontestablement devant la justice pénale. Parce que les dons qui sont faits, au Cameroun, ne lui appartiennent pas. Parce que lorsque quelqu'un fait un don du latin donar et qu'il veut abandonner sa propriété, si Jack Ma, par exemple, fait des dons au Cameroun et qu'il le reçoit, ça appartient désormais à la République. Donc il n'est pas besoin de faire encore une autre opération. En fait, c'est du brigandage. C'est du brigandage qui a été mis en perspective par le ministre de l'administration territoriale et toutes les personnes qui l'entourent pour s'en mettre plein les poches. C'est vrai qu'il se dit que face à la torpeur que les révélations ont créée, certaines de ces personnes seraient allées reverser les sommes en question dans les comptes du trésor public. Mais seulement, il reste que c'était un repenti actif, comme nous appelons en droit. Ça veut dire que le fait criminel, le fait pénal existe déjà et il doit pouvoir répondre de ce fait. Et je voudrais également ici décrier le fait que nous attendions souvent très longtemps pour mettre en branle la machine judiciaire. En réalité, sous d'autres cieux, le parquet devait automatiquement se mettre en branle pour mettre au état de nuit ces personnes-là. Parce que le parquet, quand vous lisez l'article 135 du Code de procédure pénale, peut être saisi également par la voie de la dénonciation. Parce que ce rapport, à défaut de pouvoir être un acte de saisine du parquet, devrait au moins servir comme acte de dénonciation pour que les différentes personnes qui sont concernées puissent répondre sans délai des faits qui leur sont reprochés. Parce que, sachant pour la plupart qu'ils sont aujourd'hui en difficulté, que forcément la justice va les frapper, et ils n'hésiteraient pas de continuer à se constituer davantage un effort de guerre, si ce n'est pour eux, au moins pour leur famille. Donc, ces personnes-là, être complètement écartées de la gestion de la fortune publique. Et pour ce faire, cela doit se passer dans des délais raisonnables, un peu comme le dossier de la CAN. Parce que ceux qui ont volé le dossier de la CAN se retrouvent également en train de voler le dossier du Covid. Et la CAN, encore, c'est un scandale un peu plus important. Et on n'en dit rien. Donc, lorsque la justice tarde à réagir et finit par manquer l'occasion de jouer le rôle qui est le sien, parce qu'elle a également une mission pédagogique, elle doit également être une espèce de miroir pour la société, mais malheureusement aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une espèce de complicité mièvre entre la justice et ces détourneurs-là, parce que depuis, nous attendons que les parquetiers puissent se mettre en branle. Parce que si on vous avait dit qu'un militant de l'opposition avait l'intention d'organiser une manifestation, avant même qu'il ait commencé, on l'aurait déjà pris. Mais là, nous avons affaire à des personnes qui ont véritablement volé avec des éléments probants qui émanent du... Avec des éléments probants. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ont effectivement volé. Je vous en prie, monsieur Meka, je parle pour moi. Je parle pour moi, tout la Chambre des comptes a demandé que les procédures pénales soient engagées. Sauf si vous avez arrêté la procédure, ils sont déjà condamnés. Monsieur Meka, je connais très bien le principe de la présomption d'innocence. Ces personnes également qui sont arrêtées bénéficiaient du principe de la présomption d'innocence qu'on leur a refusé à un moment donné. Donc il faudrait absolument que, pour des faits d'une gravité extrême comme ceux-ci, que la même vigueur qu'on utilise pour les petits délinquants soit également utilisée, sinon plus. Alors après vous, Aristide Monossuceux, cette synthèse du rapport final de la Chambre des comptes qui devait être rendue publique à l'Assemblée nationale, finalement cela n'a pas eu lieu et le document a circulé sur les réseaux sociaux, authentifié par Equinox Télévision qui est en mesure d'affirmer que ce document est authentique et on constate, d'après les différentes prises de parole sur ce plateau, la gravité des accusations formulées à l'encontre de certains gestionnaires de la fortune publique. Quel regard portez-vous sur l'attitude des gestionnaires de la fortune publique qui sont impliqués dans ce Covid-Gate? C'est que permettez-moi déjà de rassurer Monsieur l'auteur Meka en lui faisant comprendre que pour ce qui est des analyses à charge, je suis vraiment loin d'être parmi les cibles, c'est-à-dire faire partie de ce panel qui fait des analyses à charge. Nous n'allons pas clonquer la réalité, clonquer la vérité, tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'on soit traité d'analyste à charge. Ce sont les faits qui parlent et ces faits ont été révélés par la plupart des discutants de ce jour qui sont revenus sur les réalités relevées par la Chambre
des comptes dont nous n'allons pas tronquer l'histoire, nous n'allons pas dénaturer les faits, tout simplement parce qu'on veut paraître beau ou paraître plus objectif. L'objectivité voudrait que nous soyons cyniques et que nous disions uniquement la vérité. Première des choses, c'est que le rapport est produit par une institution qui, ma foi, ne peut pas être facilement soupçonnée, parce que généralement, lorsque les rapports ne sont pas en faveur du régime de Yaoundé ou du pouvoir en place, on parle généralement d'apprentis sorciers, on parle généralement de déstabilisateurs, on parle de ceux-là qui sont de mèche avec l'ennemi pour déstabiliser ou alors mettre en difficulté la paix qui est chère au président de la République. Mais là, on a affaire à la Chambre des comptes, qui est une sous-institution de la Cour suprême. Et la Cour suprême, tout le monde maîtrise quelle est sa place dans l'architecture institutionnelle de l'État ou dans l'appareil étatique. Donc, tout au moins sur ce fait, nous ne pouvons pas dire que la Chambre des comptes a fait un rapport à charge ou alors a été actionné par des gens tapis dans l'ombre pour déstabiliser le Cameroun. Au moins sur ce point, nous pouvons être d'accord avec les faits qui sont relevés, parce que là, ça ne vient pas de l'opposition, ça ne vient pas de Human Rights Watch, ça ne vient pas d'International Crisis Group, ça vient d'une institution de l'État. Et deuxième chose que j'aimerais relever, c'est que nous sommes dans la continuité de ce qu'on peut qualifier de la rentabilisation du chaos par ceux qui nous gèrent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a chaos, c'est une aubaine, c'est une opportunité pour se faire un peu de sous ou alors pour étoffer davantage les trésors privés. Parce que ce qui est dit dans ce rapport, c'est tout simplement un enrichissement sur le dos d'un malheur. D'un malheur qui, ma foi, devrait normalement commander plus d'humanisme dans la gestion et commander par conséquent plus de retenue. Malheureusement, on se retrouve dans une situation où des gens insistent sur la rentabilisation du chaos. On a vu cela dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, les détournements des sous mis à la disposition de l'État pour enrayer la progression de l'ennemi. On l'a vu, on le voit aujourd'hui avec la guerre du Nozo, où les autorités civiles et militaires décident de s'enrichir ou alors profiter de la situation pour étoffer davantage leurs trésors privés. Aujourd'hui, nous avons l'affaire du Covid, c'est-à-dire le Covid-Gate. Et dans cette affaire, ce qui m'intéresse du point de vue sociologique, c'est la nature des acteurs, c'est-à-dire que leurs origines sociologiques. Je fais allusion à ce déterminant parce qu'au Cameroun, il y a une certaine opinion qui monte et qui veut faire porter la responsabilité des détournements ou de la gabégie ou tout simplement de la reproduction parentocratique à des communautés précises. Et pourtant, on sait bel et bien que là, on a une illustration du fait que ce sont toutes les communautés et que l'élément institutions sociologiques ne devraient pas être prises en considération pour justifier les malversations financières. 3 ministères ont été indexés comme ceux-là ayant utilisé le plus de crédits, donc 170 milliards de francs CFA pour le ministère de pour les 3 ministères, ministère de la Santé, ministère des Finances et ministère de la Recherche scientifique. Et lorsqu'on regarde ceux qui sont à la tête de ces institutions, ce sont pratiquement des originaires de ce que le professeur Roger Gabriel avait qualifié des grands complexes ethniques au Cameroun, c'est-à-dire le complexe nordique, le complexe béti qu'on appelle le complexe Ekan et le complexe Bamileke. Donc nous avons Madame Tchouente, nous avons Monsieur Manaouda Malachi, nous avons également Monsieur Moutazi. Il y a également cet autre élément qu'il faut battre rapidement en brèche, c'est la variable jeunesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on estime qu'il faut forcément procéder à une juvénalisation de la gestion de l'État. En même temps, on voit un jeune, M. Manaouda Malachi, qui se retrouve là en superstar, en fait, de ce rapport, qui accable le pouvoir en place, M. Manaouda,
qui a moins de 50 ans et qui a été présenté comme un jeune dans la transition générationnelle du président de la République. Malheureusement, ces comportements présumés ne nous rassurent pas de ce qu'il faut forcément procéder à cette transition générationnelle. Et s'il faille procéder à cette transition, il faut forcément interroger la nature des jeunes. Est-ce donc des jeunes qui relèvent en fait de la reproduction au sens de Bourdieu, c'est-à-dire que des fils à papa, des fils impurs ou des fils purs, c'est-à-dire d'un côté les enfants biologiques de ceux qui nous dirigent, ou tout simplement leurs poulains. Est-ce que M. Manaouda Malachi aujourd'hui rassure les uns et les autres sur le bien fondé, la pertinence de la transition générationnelle? Si ce n'est pas le cas, il faut revoir cette transition. Parce que pour moi, M. Manaouda, en attendant que des choses se précisent nettement mieux, n'est pas, ma foi, un modèle pour la jeunesse camerounaise. Et que s'il fallait vraiment chercher des jeunes pour la transition générationnelle, il faut sortir de ce giron des fils à papa, des fils purs ou des fils impurs. Maintenant, il faut voir dans ce travail qui a été fait, la technologie de frappe ou la technologie de vol qui s'est mise en branle, qui a été développée avec une sophistication des savoirs, parce que lorsque des gens décident de contourner les circuits institutionnels, les circuits officiels de circulation du budget de l'État, pour créer des circuits ad hoc et aller chercher à contourner la vigilance ou la surveillance de l'État, c'est ma foi formidable comme sophistication des savoirs en matière de vol de l'argent public au Cameroun. Il faut voir la maestria avec laquelle on a procédé à des subfacturations, des ambulances qu'on pouvait acheter à moins de 30 millions de francs CFA, on les a achetées à 55 millions de francs CFA. On a vu comment est-ce que le site d'Oka a été mis à la disposition de l'État par simple lettre. On sait bel et bien que ce sont des conventions qui devraient être de mise. On a vu la création précipitée des centres alors que la situation n'avait pas encore dégénéré, tout simplement parce qu'on voulait rapidement passer les marchés. On a vu comment est-ce qu'on a menti aux Camerounais qu'on avait des capacités de pouvoir produire des médicaments. Or, au fond, on procédait tout simplement à ce qu'on peut qualifier de contrebande. Donc, toute cette technologie-là nous rassure que des uns et des autres ne sont pas prêts à plier les chines face à l'épervier. Et on interroge à nouveau les politiques de lutte contre le détournement des deniers publics au Cameroun. J'ai pris le temps ces dernières semaines de relire tous les discours du président de la République depuis 1982. On se rend compte que le déterminant détournement, lutte contre le détournement, a été très présent dans ces discours. Et si 39 ans après, le président de la République se retrouve avec des gabégies comme celle annoncée par la Chambre des comptes, forcément, il faut interroger sa rigueur. Il faut interroger également sa capacité à pouvoir nous sortir de ce tremplin. Le président a-t-il donc besoin finalement de 100 ans pour lutter contre les détournements publics? 39 ans, il n'arrive pas à domestiquer le mal. Ça signifie qu'il peut être lui-même le problème. Et je l'avais dit une fois ici, lorsqu'on parlait du rôle des secrétaires généraux à la présidence de la République, est-ce que le président Paul Biya n'est pas le boulanger en chef? C'est-à-dire que c'est lui-là qui, ma foi, serait même le véritable problème de ces détournements. Mais indique ici que c'est le chef de l'État qui a impulsé cette audit de la Chambre des comptes. Pour vous, est-ce que c'est une preuve de volonté de lutter contre il faut déjà qu'il applique l'article 66. Est-ce qu'il a besoin de 1000 institutions? Est-ce qu'il a besoin de toute une armée pour mettre en place, pour mettre en application l'article du FMI? C'est parce que c'est l'article 66. C'est parce que les deniers concernés. Non. Je vous ai cité les ordonnances. Je vous ai cité les ordonnances qui Je voulais ajouter un mot pour dire que nous avons constaté par exemple qu'avec la CAN, on n'a rien fait aujourd'hui. Vous n'êtes pas informé. Mais aujourd'hui,
on est obligé de mener cette enquête parce que le FMI a demandé à y voir clair. Oui. Donc en réalité, il ne s'agit pas d'une volonté gouvernementale, mais il s'agit d'une volonté du Fonds monétaire international de savoir ce qui a été fait des deniers qu'elle a mis à notre disposition. C'est pourquoi le gouvernement est mis en branle, parce que sinon le scandale de la CAN, c'est quand même plus de 1000 milliards. Oui. C'est encore beaucoup plus important. Et les détournements sont encore plus importants. On vous dit qu'on fait un parking à 55 milliards, alors qu'ailleurs, avec les 55 milliards, on construit un stade. Donc vous comprenez que ce n'est pas le chef de l'État. Il ne faut pas encenser quelqu'un qui est en réalité un fossoyeur volontaire de la République. Après cette décision, vous allez réagir. Oui, je voulais justement revenir. J'espère que j'aurai la même. Vous allez réagir, André Luther. Oui. Je voulais justement revenir sur la rationalité même de cette action de la Chambre des comptes. Est-ce que c'est une volonté souveraine de l'État du Cameroun ou tout simplement parce que nous sommes dans une opération de marketing, c'est-à-dire qu'on est à la recherche des sous et entre-temps il faut d'abord faire les comptes et rendre également compte et forcément on rentre dans ce jeu pour intéresser les uns des autres et prouver que nous sommes dans de bonnes prédispositions pour lutter contre le détournement des fonds publics. Moi je reviens toujours sur le cas de l'article 66. Tant que le président de la République ne met pas en application cette disposition de la main des normes, la norma normarum, la constitution camerounaise, je serai toujours en train de questionner davantage sa réelle détermination à lutter contre ces détournements et surtout que l'affaire s'inscrit dans une certaine historicité. Depuis que le président de la République est au pouvoir, il n'y a pas eu d'année où on ne s'est pas retrouvé avec des scandales de détournement de fonds publics. Après voir Aristide Monod, André Luther Mekar, est-ce qu'il faut 100 ans au président Paul Biya pour pouvoir arrêter cette gabegie financière? Il y a eu ce scandale relatif à la CAN 2019 où il a simplement dit que la date de la CAN a glissé sans pour autant interpeller les membres du gouvernement sur les engagements qu'ils avaient pris pour faire réussir cette compétition. Aujourd'hui, il y a le Covid-Gate avec une nouvelle architecture de détournement des fonds publics retracée dans la synthèse du rapport final de la Chambre des comptes. Est-ce qu'il faut 100 ans au président Paul Biya pour mettre fin à ces stratégies de détournement de deniers publics qui se renforcent au fil des années? Je voudrais d'abord dire qu'il est important de ne pas jeter l'eau avec le bébé parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été faites par rapport à cette riposte du Covid-19 et cet embryamini qui a été décrit n'est pas exact. Il y avait une coordination du gouvernement par le premier ministre chef du gouvernement et avec le ministre de la Santé et le secrétaire d'État lié aux pandémies qui était sur le terrain et qui travaillait. Et il y avait, je crois, un focus des recherches, un centre qui travaillait pour informer les Camerounais au quotidien. Et je crois qu'à chaque fois, le Premier ministre faisait le bilan aux Camerounais et le ministre de la Santé faisait aussi son follow-up, son bilan, chaque fois que les chiffres montaient. Et on était face à l'urgence. Et je crois que l'urgence a un coût. Je ne voudrais pas justifier, hein, parce que ce qui est important ici, et je l'ai posé au début du débat, c'est est-ce qu'il y a eu les objectifs? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Moi, je crois que les objectifs ont été atteints à près de 90%. Ce n'est pas l'avis de la Chambre des comptes. Hein. Elle note qu'il y a eu un recours systématique aux marchés spéciaux et des paiements en numéraire. Pourtant, les codes des marchés publics et les différentes lois en vigueur au Cameroun interdisent ces paiements. Des paiements de l'ordre de plus d'1 milliard de francs CFA en numéraire pour des marchés où il fallait justement qu'il y ait une traçabilité. Pour la Chambre des comptes, cela a suscité de nombreux détournements des fonds publics et on pouvait bien se passer de certaines procédures qui étaient supposées être des procédures d'urgence. Est-ce que finalement, M. Luther, le gouvernement a brandi l'urgence pour justifier des détournements massifs de fonds publics? Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Vous êtes également sur ce que j'appelle la financiarisation du projet de la riposte. Moi, je suis sur l'atteinte des objectifs. C'est important que le débat, qu'il y ait une césure entre la financiarisation, si vous venez, le financement et l'usage des fonds et l'atteinte des objectifs. Ce que je voudrais, et je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est de ne pas verser l'eau du bain avec le bébé. Moi, je crois que les objectifs ont été atteints. Et je voudrais dire, contrairement à ce que les gens disent, qu'il n'y a pas eu de malades dans les stades, je voudrais vous confirmer qu'il y a eu des malades
dans des stades. Du moins, ce n'était pas un très grand nombre, mais il y a eu des malades. Dans la chambre de commerce. Des stades. La chambre de commerce. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je parle à mon vision. Et si je mens, vous aurez au moins 1 ou 2 ou 3 ou 5 qui vous diront qu'ils y étaient. Je voudrais également signifier que le chef de l'État n'a pas attendu le FMI pour lancer la lutte contre la corruption. Il ne faudrait pas le dire aux Camerounais. Et il n'y a pas de pays où il n'y a pas de lutte contre la corruption. Il n'y a pas de monde où il n'y a pas de corruption. La corruption est ontologiquement liée à la société. C'est pas tout un gouvernement. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas intelligent de venir faire croire que la corruption n'existe pas et que le vivier de la corruption existe au Cameroun. Je crois qu'il y a la corruption. Vous allez voir, il y a les pays plus corrompus que le Cameroun aujourd'hui, le Nigeria et beaucoup d'autres pays. Et je voudrais également vous dire, vous qui êtes, vous revendiquez de la science, ce n'est pas très intelligent de partir d'un échantillon de jeunes pour aller vers des extrapolations et des généralisations. Vous ne pouvez pas partir du fait que le ministre Manaouda est jeune pour jeter le discrédit à toute la jeunesse. Vous connaissez quand même ce qu'on appelle l'échantillonnage. Pour moi, ce n'est pas important et ce n'est pas intéressant de faire ce genre d'analyse. Non, le débat sur lequel je me positionne, c'est un débat du fait que... le débat sur lequel... sur le fonds Covid. Il a dit beaucoup de choses qu'il est important d'abord d'évacuer. Donc, pour moi, ce que je voudrais dire qui est important, c'est que il y a eu l'atteinte des objectifs et dans le cadre de l'urgence, il y a un certain nombre de coûts qu'il faille supporter. Parce que lorsque nous sommes à l'urgence, et notamment la vitesse, la célérité a un coût. Et je vous le dis d'expérience, c'est-à-dire que lorsque nous sommes dans l'urgence et que nous sommes menacés par une pandémie, on était obligé, n'est-ce pas, de pouvoir faire une riposte pour ne pas être débordé par des malades. Et notamment, dans cette riposte d'urgence, dans cette vitesse et cette célérité, il y a eu certainement un certain nombre de coûts qu'il fallait prendre. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de surfacturation. Et il faut aussi aller dans la sociologie de la surfacturation. Qu'est-ce qui entraîne la surfacturation? Est-ce le coût de la vitesse? Est-ce le coût de la célérité? Est-ce, n'est-ce pas, le fait qu'il y ait une sorte de pression dans l'atteinte des objectifs? Ça aussi, les psychologues peuvent s'y intéresser. Donc, pour moi, ce que je veux dire aux Camerounais, qui est important aujourd'hui, c'est que nous ne devons pas seulement nous focaliser sur les détournements. Nous devons étudier le contexte. Nous devons étudier le contexte dans lequel on a travaillé. André Luther, le contexte est connu. Le Cameroun est un pays pauvre qui a bénéficié des fonds du FMI. Le FMI qui a amené le gouvernement à prendre des engagements de transparence et de publication des dépenses relatives à ces fonds Covid-19. Et la Chambre des comptes constate que des marchés spéciaux sont passés avec des entreprises prestataires où les dirigeants ont des liens familiaux avec les responsables des commissions de ces marchés spéciaux. C'est toujours la pression de la crise sanitaire et l'atteinte des objectifs qui justifie que l'on donne des marchés aux membres de sa famille. J'attends le verdict du tribunal criminel spécial qui va notamment spécifier par rapport à ça, parce qu'il faut rester constant dans le cadre de la prise de position. Moi, je crois que la Chambre des comptes se le dit, et je crois qu'il y aura un verdict avec le contradictoire qui va donner, n'est-ce pas, la position du tribunal. Moi, ce que je voudrais dire ici, qu'il y a le texte, il y a le contexte. Et en tant que dirigeant à mon humble niveau, je voudrais vous dire que parfois le contexte nous amène à vouloir faire en sorte qu'il y ait l'atteinte des objectifs et ça a un coût. Je ne voudrais pas justifier, n'est-ce pas, ce qui a été fait avec la surfacturation, mais ça a un coût. Je vous prends un exemple tout simple, c'est-à-dire, si quelqu'un, je vous prends un exemple, quelqu'un veut une machine, on vous dit les machines seront prêtes à la fin du mois. C'est-à-dire là où vous avez l'habitude d'acheter les machines et où le prix est convenable, on vous dit les machines sont prêtes à la fin du mois, mais vous avez besoin d'une machine tout de suite. Il peut y avoir une sorte de surenchère qui peut vous permettre, n'est-ce pas, de payer la machine qui peut être moins chère à plus cher parce que vous la voulez à l'instant. Après vous, Christian Massoma, ces arguments justifient ces surfacturations décriées dans cette synthèse du rapport final de la Chambre des comptes? Vraiment,
Je sais que M. Meka est habituellement nombriliste, mais je ne savais pas que son nombrilisme avait atteint de telles proportions. Vous allez m'excuser. Parce que, écoutez un tel discours dans un cadre où un rapport a été émis par une autorité qui est au-dessus de tout soupçon. Parce que, ce que vous disiez tout à l'heure, le FMI avait même souhaité au départ que ce soit un audit privé. Que ce soit un audit privé, parce que le Cameroun, dans la négociation de l'accord triennal avec le FMI, savait très bien que pour obtenir ce nouveau financement ou alors ce nouveau emprunt du côté du FMI, il fallait produire un rapport sur la gestion des fonds Covid. Alors, vous ne pouvez pas nous dire que les gens qui se sont autorisés autant de liberté avec l'argent des Camerounais l'ont fait parce qu'il y avait une urgence. Je vais vous poser une question simple, M. Meka. Le coronavirus est fini? Est-ce que le Covid-Gate est fini avec le coronavirus? Ou alors... Non, attendez, je vais aller jusqu'au bout. Parce que, de manière assez curieuse, le gouvernement ne communique plus sur le Covid depuis. On parle de variants, on parle de beaucoup de choses. Vous savez pourquoi le gouvernement ne communique plus? Parce qu'il n'y a plus d'argent à détourner. Parce que l'argent qu'ils avaient utilisé comme prétexte pour justifier les communications à outrance ou autre chose, cet argent n'existant plus. Et paradoxalement ou de manière assez incroyable, le corona a aussi disparu avec ça. Non, il faut que vous compreniez que ces gens, ce n'est pas nous, ce n'est pas le MRC, ce n'est pas les ennemis tapés dans l'ombre. Parce que vous avez l'art d'utiliser ce type d'expressions qui sont totalement loufoques pour justifier l'injustifiable. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Non, je suis poli. Je suis poli. Je dis que vous êtes non. Je dis, dans le langage que j'utilise, je l'utilise pas en fonction de la gravité. Généralement, je suis... Non, Monsieur Meka, non, vous voyez que je ne vous interromps pas lorsque vous vous exprimez. Ayez quand même... Non, votre président national quand même... Ayez un peu l'humilité. Il a la parole. Votre président national a demandé de ne plus insulter. A la parole, je vous en prie. Personne ne vous a insulté et vous savez très bien que ce n'est pas la même. Non, je n'ai pas dit que vous êtes loufoque. Qui est loufoque alors? Je vous en prie, André Christian Massoma a la parole. Allez-y, Christian. J'ai parlé d'une expression loufoque. Je n'ai pas dit que M. Meka est loufoque. Je sais que vous savez faire la différence entre ce que j'ai dit. Voilà, donc il faudrait vraiment... Je suis en train de dire ceci. Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais qui nous suivent que les procédures d'urgence qui ont guidé la passation des marchés ont été à l'origine de nombreuses surfacturations qui ont été décriées par la Chambre des comptes. On vous a parlé de la connivence entre des personnes qui étaient à la fois acteurs et qui se sont retrouvées pratiquement partie prenante en tant que prestataires. De par un certain nombre de connivences familiales ou autre chose, on vous a parlé d'un certain nombre de conflits d'intérêts qui ont guidé ces procédures de passation des marchés, qui ne sont pas en accord avec l'orthodoxie de la gestion des finances publiques. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire pouvoir justifier et dire aux Camerounais que oui, les entreprises nationales auraient dû bénéficier de ces marchés et que les conditions de passation de marché en urgence ont justifié que les dépassements de pratiquement 60 milliards sur des prévisions. Lorsque le gouvernement fait une prévision de dépenses en fonction des recettes, je pense que c'est pour que cette prévision soit appliquée. On vous a rappelé tout à l'heure que les trois ministères qui ont été évoqués, le ministère des Finances, le ministère de la Recherche scientifique et le ministère de la Santé, étaient en dépassement de pratiquement 60 milliards par rapport aux prévisions. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et la Chambre dit que cet argent a été utilisé dans des conditions qui sont extravagantes et qui ne garantissaient pas un minimum de transparence, de manière en sorte qu'il y ait une lisibilité sur l'efficacité en rapport avec les fonds qui ont été mis à disposition. Donc c'est de ça qu'il est question. Et il ne faudrait pas que vous pensiez que les Camerounais auxquels vous vous adressez sont stupides. Ils comprennent très bien. Et je dis bien que le rapport que nous avons, que vous avez lu, que j'ai lu, que nous continuons à éplucher, il n'émane pas des personnes qui sont forcément opposées ou foncièrement opposées au régime ou au système. C'est l'institution judiciaire, à travers l'un des démembrements de la Cour suprême, de la Chambre des comptes, qui a rendu ce rapport. Ce rapport aurait émané, comme l'aurait souhaité à un moment donné le FMI, d'un cabinet d'audit privé, qu'on aurait pu jeter l'anathème sur ce cabinet et l'accuser de tous les noms d'oiseaux. Mais c'est la Chambre des comptes. Et je voudrais que vous soyez sérieux, M. Meka. Je voudrais que vous soyez sérieux par moment, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de nous, vis-à-vis des personnes qui nous écoutent. Une situation aussi grave ne peut pas conduire à une conclusion que je trouve assez légère, passez-moi l'expression, parce que vous voulez absolument justifier quelque chose que personne ne peut justifier, même les personnes qui ont plus d'expertise, qui ont plus d'autorité, qui ont plus de compétences en matière d'analyse des comptes.
que les magistrats de la haute cour qui ont examiné cette situation. Donc, il faut que les Camerounais comprennent que, malheureusement, les gestionnaires qui étaient en charge de cette riposte au coronavirus ont passé tout le temps à réfléchir sur les différentes ingénieries qui pouvaient leur permettre de détourner de l'argent au lieu d'apporter une riposte. Quand vous parlez de l'efficacité de la riposte, parce que vous dites qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, vous parlez de quoi? Quelles sont les statistiques? Quels sont les éléments sur lesquels vous vous appuyez pour nous dire que, effectivement, notre stratégie de riposte a été suffisamment à la hauteur pour permettre aux Camerounais de ne pas contracter ce virus et d'apporter des réponses peut-être sur le plan économique en rapport avec les entreprises et l'ensemble des entités qui étaient en difficulté vu le contexte de la pandémie mondiale. Donc, ce débat doit être sérieux et je sais que par moment, vous pouvez avoir un soupçon de lucidité pour dépassionner le débat et sortir de votre motivation politique, partisane, et essayer de dire quelque chose d'un peu plus cohérent. Après vos questions, Massouma, Edmond Kamgia, 12 procédures judiciaires et 14 autres procédures pour faute de gestion, une trentaine de recommandations sur un renforcement du système de contrôle de la gestion des fonds Covid. Quelles sont les autres conséquences lorsqu'on a autant de malversations financières évoquées dans ce rapport final de la Chambre des comptes? D'abord, je dois ajouter à ce que j'avais dit tantôt, que non seulement toutes les personnes concernées dans la chaîne de décision et d'exécution ont été entendues, mais la Chambre des comptes, à travers ses enquêteurs, ont pris la peine d'écouter des responsables importants dans le domaine de la santé. Lorsqu'ils ont fait leur travail, ils ont écouté le président de l'ordre des médecins, ils ont écouté le vice-président du conseil de l'ordre des pharmaciens, ils ont écouté la présidente du conseil scientifique des urgences de santé publique, ils ont écouté un expert en économie de la santé, ils sont allés sur le terrain dans les 10 régions du pays, ils sont allés dans les hôtels qui sont censés avoir accueilli des malades de Covid pour vérifier effectivement s'il y a eu des malades de Covid dans ces hôtels. Ils ont écouté des infirmières. C'est pour vous dire le rôle d'enquête méticuleuse qu'ont mené les enquêteurs de la Chambre des comptes. Maintenant, sur votre question, M. Noufele, 12 procédures en justice au TCS, 14 procédures qui vont dans le sens des fautes de gestion, pour laquelle la Chambre des comptes elle-même elle est compétente. Maintenant, la question de savoir, est-ce que le tribunal criminel spécial va faire son devoir? C'est-à-dire, la procédure est déjà en justice. Et c'est une procédure pénale pour laquelle, dans le rapport d'étape déjà, la Chambre de compte, les enquêteurs indiquaient que ces dossiers-là peuvent aller au tribunal criminel spécial. Et ces dossiers sont effectivement au tribunal criminel spécial. Pour l'instant, on attend seulement l'aboutissement des dossiers qui sont au tribunal criminel spécial. Maintenant, pour les procédures qui concernent les fautes de gestion, nous savons que la Chambre des comptes, c'est l'un des démembrements, n'est-ce pas, de la Cour suprême. Elle s'occupe du jugement des comptes. Elle va gérer les dossiers qui concernent les comptes pour les cas de faute de gestion. Maintenant, pour la suite, par rapport notamment au FMI ou à l'image du Cameroun à l'extérieur, est-ce que le travail mené par la Chambre de comptes va laisser dans l'opinion nationale comme internationale qu'il y a quand même une volonté de rechercher la vérité et de punir les responsables, auteurs, co-auteurs et complices des détournements de fonds? Je peux dire oui, par rapport au travail qui a été mené par les enquêteurs de la Chambre de comptes. Il y a une volonté qui est recherchée. Quand on lit ce rapport, on sent la volonté de punir les coupables, les auteurs coupables, complices des détournements, des malversations financières. Et c'est une bonne image pour le Cameroun. C'est bien de le souligner. Nous le soulignons toujours quand quelque chose est fait et qui est bien. C'est bien. Nous le soulignons. C'est grâce au président. Et c'est vous qui avez condamné la Chambre de comptes. Ici, là, vous l'avez Je vous en prie. Condamné. Donc, je sais donc. Edmond Kamgia a la parole. Oui. Je sais donc le rapport de la Chambre de compte nous rassure, non seulement sur la qualité du travail,
sur la manière dont le travail a été mené, sur les personnes qui ont été auditionnées, contactées, y compris, je le disais tantôt, un cabinet d'expertise comptable et d'audit. Maintenant, est-ce que la justice pourrait aller jusqu'au bout dans le cadre de cette affaire où il y a au moins 4 ministères au banc des accusés, selon la presse? Nous souhaitons, je dis bien nous souhaitons, que le tribunal criminel spécial aille jusqu'au bout. Et nous faisons confiance aux magistrats du tribunal criminel spécial pour mener à bien les procédures en cours en justice, afin que ceux qui se sont amusés avec les deniers publics soient punis si nous avons les preuves définitives qu'elles sont effectivement coupables. Après vous, Maître Moustapha Ngouana, les conséquences politiques d'un tel scandale ont-elles déjà été tirées? Lorsque vous appréciez la manière dont le gouvernement travaille aujourd'hui depuis le déclenchement de ce Covid-Gate, avec les premières alertes du député Jean-Michel Nithieu et ensuite les rapports de la Chambre des comptes, le président de la République a-t-il tiré les conséquences politiques de ces détournements massifs de fonds et de l'implication de certaines personnalités de haut rang dans cette affaire? Vous constatez avec moi que contrairement à la rhétorique de M. Meka, qui passe le clair de son temps à encenser le président de la République, on a le sentiment qu'on ne peut plus tiède depuis que les récriminations sont faites dans le cadre de ces détournements aussi bien de la CAN que du Covid-Gate. En réalité, on s'attendrait à ce que les jours, c'est-à-dire que les jours qui suivent, ou bien au lendemain du rapport, même du rapport d'étape, que le président de la République prenne des mesures conservatoires. Parce que lorsque vous avez par exemple votre agent, que vous confiez par exemple une activité à un individu qui va manier des fonds, il doit manier les fonds, bien ordonner le maniement des fonds, et que des soupçons aussi graves sont portés contre lui ou bien contre eux, la première des choses à faire, c'est de prendre des mesures conservatoires. Et en quoi consistent les mesures conservatoires en l'espèce? C'est de leur reprendre leur tablier. On doit leur reprendre leur tablier. Et si par extraordinaire, puisque vous parlez de présomption d'innocence, on se rend compte qu'ils n'avaient rien à voir dans l'affaire, on pourrait les adouber plus tard. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est protéger la fortune publique. Et malheureusement, nous devons être tous unanimes, même Meka qui le soutient, que le président de la République tarde à agir. Je sais qu'il y a une expression RDP, c'est le temps du président. Mais je ne sais pas, finalement, lorsque vous agissez à contre-temps, la justice perd les faits escomptés. Parce qu'il y a également une mission thérapeutique. Parce qu'il faut pouvoir sanctionner pour que les autres puissent en prendre de la graine, que les autres puissent en tirer des leçons, pour que ces comportements déviants s'arrêtent. Mais on a le sentiment, avec ce silence-là, qu'il y a une espèce d'encouragement implicite à la course, à l'enrichissement illicite. Vous avez par exemple qu'il y a des individus qui ont été patrons de 2 task force. Et malheureusement, à chaque fois qu'on a fait des task force, on a le sentiment, et on n'a pas que le sentiment. Il y a des relents de détournement qui sont mis en perspective. Donc on attend que le président de la République soit plus réactif, qu'il soit plus proactif et qu'il pose des actes qui aillent dans le sens de la sauvegarde de la fortune publique. Et malheureusement, en l'état, on a le sentiment que c'est plutôt une espèce de prime à la mauvaise foi. Parce qu'il ne faut pas être surpris que Mme Ouda Malachi soit également fait ministre d'État dans quelques jours. Parce qu'en réalité, il semble que plus vous voulez, plus on vous adoube. Le ministre de la Santé, qui bénéficie de la présomption d'innocence, le porte-parole du gouvernement l'a rappelé, mais ces détournements massifs des fonds, André Luther Meka, suscite l'exaspération des Camerounais de la diaspora. Ils ont manifesté, ils étaient très nombreux hier à Paris, en France, pour dénoncer cette malgouvernance financière, pour réitérer leur soutien aux nombreux activistes, militants politiques, incarcérés et placés en détention arbitraire, selon eux, depuis plus de 9 mois. Comment avez-vous apprécié cette grande mobilisation des Camerounais de la diaspora à Paris, en France? Je voudrais d'abord dire que le chef de l'État est l'incarnation de la rigueur.
parce que tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de rigueur, en termes de poursuite, en termes de sauvegarde de la fortune publique est impulsé par le chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas attendu les injonctions du FMI comme le clament les opposants pour lancer les problèmes de la SIC, les problèmes de corruption au MINDEF, à la CRTV, un peu partout, et ceux qui sont un peu au BBJet. Donc le chef de l'État est l'incarnation de la rigueur. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons encourager le président Paul Biya à rester sur cette ligne. Contrairement à d'autres partis politiques où il y a des scandales également de suivi au niveau, n'est-ce pas, du MRC, où nous n'avons jamais eu de conclusion, où jusqu'à présent, les membres de ce parti s'étripent sur les détournements qu'il y a eu dans ce cadre-là. On n'a jamais vu de sanction, on n'a jamais vu une vérité claire ou, n'est-ce pas, une audition judiciaire par rapport à cette étape-là. Donc, il est important d'abord de dire que le président Paul Biya incarne la rigueur. Je voudrais rassurer les Camerounais du fait que chaque fois, et nous l'avons constaté, chaque fois qu'il y a eu maille à partir avec la fortune publique, le président Paul Biya réagit avec efficacité. Et c'est important de le dire, je prends les Camerounais à témoin. En ce qui concerne la manifestation qui s'est passée à Paris, je suis exaspéré. Exaspéré du fait que les Camerounais sont dans le dénigrement systématique de leur pays et prennent notamment comme caution ou comme épouvantail la communauté internationale ou les grandes puissances. Et il est important que les Camerounais le sachent et que cela soit pris pour dit. Les problèmes du Cameroun, les problèmes de l'Afrique ne vont jamais se résoudre en France, en Belgique, aux États-Unis. Les problèmes du Cameroun vont se résoudre au Cameroun. Et il ne faudrait pas transformer notre pays en un champ de libertinage, en un champ de no man's land où on ne respecte pas la loi. Je crois qu'aujourd'hui, si même l'opposition a vocation à arriver au pouvoir, ils doivent militer pour que le respect des lois soit effectivement effectif dans notre pays. On ne peut pas faire en sorte que des gens conspirent contre l'État, font des postes d'insurrection, de révolution et même de chassement, et qu'ils se mobilisent pour pouvoir renverser l'État, ce qu'on appelle atteinte à la sûreté, et qu'ils se pavanent libres et que l'État ne réagisse pas. Il y a quelqu'un, un philosophe, qui disait que si l'État est fort, nous périssons, mais si l'État est fort, nous périssons, mais si l'État est faible, nous périssons. Donc, il est important aujourd'hui de faire en sorte que les gens puissent respecter la loi. Je voudrais conclure en disant que tous ceux qui vont invoquer ou convoquer la communauté internationale, bon, c'est un terme générique, hein, c'est-à-dire la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ce n'est pas pour venir aider le Cameroun, c'est pour venir, n'est-ce pas, faire main basse dans nos richesses. Et vous allez voir que tous les pays qui ont pu convoquer la communauté internationale ont pu, n'est-ce pas, être assaillis, ont été pillés dans leurs richesses. Je crois qu'il y a des images qui circulent dans les réseaux sociaux de tous ces pillages, et nous demandons au Cameroun d'être très vigilants. C'est pour ça que je reste très lié à certains Camerounais qui ont compris les enjeux et qui restent soudés face à leur parti, face à leur président, le président Paul Biya, pour sauvegarder la paix. Oui, André Luther, j'aimerais que d'autres réagissent sur cette question importante. Christian Massoma, des manifestations à Paris pour réaffirmer leur soutien au professeur Maurice Kamto, président de votre parti, mais également pour dénoncer la malgouvernance et le maintien en prison de plusieurs militants. Vous avez suivi la réaction du communicant du parti au pouvoir qui estime que c'est de l'agitation et qu'il faudrait respecter les lois en vigueur au Cameroun, une manière de justifier le maintien en détention de certains de vos militants. Comment vous réagissez? D'abord, je voudrais lui dire qu'il n'y a aucune violation de la loi de la part des personnes qui ont manifesté, c'est-à-dire nos frères et sœurs de la diaspora. Si les Camerounais avaient la possibilité de manifester au Cameroun et que le régime du RDPC, incarné ici sur le plateau par M. Meka, ne réprimait pas systématiquement la volonté de l'opposition de pouvoir manifester ou exprimer son ras-le-bol par rapport à la gouvernance qui est symbolisée aujourd'hui par ce Covid-gate que nous évoquions, il verrait des manifestations pacifiques aujourd'hui avec des millions de Camerounais pratiquement tout le week-end. Alors, parce qu'au Cameroun, ils violent leurs propres lois,
sur les manifestations publiques et les libertés publiques et qu'ils empêchent systématiquement l'opposition de s'exprimer, nos frères de la diaspora qui bénéficient d'un régime juridique favorable dans les pays d'accueil sont obligés de s'exprimer pour témoigner leur solidarité avec ceux qui sont restés ici et qui sont systématiquement sous le coup de la répression. Je vais demander à M. Meka de nous dire ce que Olivier de Bounissac fait en prison, ce que le professeur Foguet fait en prison, juste parce qu'ils ont exprimé une opinion contraire à la vôtre, juste parce qu'ils ont dit que la gouvernance actuelle est en train de nous mener tout droit dans le mur et qu'on ne peut pas continuer comme ça et que nous allons manifester pour dire que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ils se retrouvent être privés de liberté pendant 9 mois, pendant 1 an. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas l'État et la République que vous voulez reléguer à vos enfants. Ce n'est pas cet État qui est caractéristique de l'État de droit. L'état de droit est un état où la contradiction est la chose la plus partagée par les citoyens. Ça veut dire que si vous êtes au gouvernement, vous acceptez que l'opposition démocratique puisse exprimer librement sa voix à travers les manifestations et tous les autres modes de voix et d'expression pacifique. Le MRC a choisi une voie pacifique pour exprimer son idéal politique. Et jusqu'à maintenant, nous avons respecté l'ensemble de nos recommandations en matière d'idéal politique que nous incarnons. Pourquoi est-ce que vous autorisez les manifestations de certains partis politiques de l'opposition, tels que certains qui se sont créés sur l'OTAN récemment? Je ne vais pas les citer ici, mais leurs manifestations sont autorisées. Pourquoi les manifestations du MRC bénéficient toujours de cette présomption de trouble à l'ordre public qui est en réalité un artifice pour que vous ne puissiez pas voir la mobilisation incroyable du peuple camerounais à travers le projet politique que nous conduisons et qui est incarné par le professeur Maurice Kamto. Donc, ceux qui ont manifesté à Paris ont fait ce que ceux qui sont ici souhaitent faire au quotidien. Mais parce que votre gouvernement répressif empêche systématiquement les Camerounais de pouvoir s'exprimer, ils ne peuvent pas le faire dans le cadre local. Donc, je voudrais apporter, ce n'est pas le MRC qui a organisé la manifestation de Paris, mais certainement beaucoup de militants du MRC se sont retrouvés. Et vous qui parlez des projets d'insurrection, je pense que c'est un de vos alliés que vous appelez patriote entre guillemets qui a menacé d'assassiner sur une vidéo publique le président Maurice Kamto en disant que s'il met le pied à Paris, il va l'assassiner. Et il a pris la communauté camerounaise et internationale à témoin. Voilà vos amis. Et celui qui voilà vos amis. Donc il faudra que vous fassiez attention. Celui qui a nous sommes dans une république. Et la république que nous voulons doit être l'incarnation des valeurs républicaines et des idéaux démocratiques. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que quand nous regardons ce qui a été décrié hier, c'est-à-dire la pérennisation de la guerre au nord-ouest au sud-ouest, l'emprisonnement des hommes politiques de l'opposition et des activistes politiques, c'est des choses que vous devriez condamner, même si vous êtes du RDPC. Parce que demain, M. Meka, est-ce que vous vous imaginez que parce que vous avez une opinion contraire à la mienne et que le MRC arrive au pouvoir, que nous allons vous prendre pour vous jeter en prison? Non, il faut arrêter cela. Ce qui est en train de se passer dans ce pays, non, tout se fait dans le respect de la loi. Nous ne sommes pas des personnes. Au MRC, contrairement à vous, au RDPC, qui certes fait passer les lois à l'Assemblée nationale, mais ne savez ni les lire ni les interpréter. Croyez-nous, chez nous, nous respectons les lois et nous sommes profondément ancrés dans l'esprit de la loi républicaine, pas dans l'esprit de la gabégie qui symbolise votre parti politique. Après vous, j'aimerais avoir la réaction d'Aristide Monod sur cette nouvelle mobilisation des Camerounais de la diaspora à Paris, en France. Vous avez vu ces images de milliers de manifestants exprimer leur ras-le-bol par rapport à la dégradation de la situation socio-politique dans leur pays. Quel message cela renvoie-t-il au pouvoir en place? Est-ce que cette mobilisation de la diaspora peut influencer la politique du gouvernement camerounais? Avec votre permission, Sikrik, je vais rapidement rattraper mon petit temps de parole sur le premier sujet parce que les autres ont eu droit à 2 prises de parole. Pour dire tout simplement que pour ce qui est des attentes de ce qui a été fait qui a été débuté par la Chambre des comptes, je pense que je ne rentrerai pas dans la posture triomphaliste de l'aîné Edmond qui pense que cela pourra... Moi, je reste un peu dubitatif, un peu modéré parce que je sais que nous sommes dans une logique de ce que certains sont en train de théoriser actuellement,
le bicarbonate, la Bob, c'est-à-dire qu'on a toujours fait ainsi, rien ne nous est arrivé. Donc, on peut tout simplement chercher à transcender ou à contourner la pression des bailleurs de fonds internationaux et après, on ferme tout simplement le chapitre. Il faut également dire qu'on peut facilement trouver une issue. Nous avons parlé de M. Manaouda, qui est en fait présumé, vous avez bien fait de le préciser. On peut le balancer comme le Barabas et puis on passe sur l'affaire et pourtant on sait bel et bien que au fond c'est toute une chaîne. Donc voilà quelques précisions que je voulais apporter. Pour ce qui est de la marche de Paris, je dirais que c'est l'expression d'une jeunesse camerounaise très révoltée au-delà des questions partisanes. Parce que moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé hier, ce qui s'est toujours passé, va au-delà des appartenances partisanes. Certes, vrai, on voit le MRC et allié en avant, mais au fond, moi, j'ai l'impression que ce sont des Camerounais, indépendamment de leur filiation partisane, qui décident comme ça de manifester leur ras-le-bol de ce qui se passe dans notre pays. Pourquoi ces enfants sont en exil socio-économique, parce qu'il y a ceux qui sont en exil socio-économique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du pays, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir accès à ce que l'État devrait normalement leur garantir, et ils ont décidé d'aller braver la Méditerranée, de braver les intempéries des déserts africains pour rejoindre l'Eldorado et pouvoir se constituer une vie là-bas. Et Dieu seul sait dans quelles conditions ces enfants vivent. Certes, vrai, il y a la brocante qui revient permanemment au pays, mais il faut dire qu'on ne peut pas être mieux que chez soi. Pourquoi ces enfants sont de ce côté? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans ces exils socio-économiques, ces exils politiques? Il faut que le président de la République prenne cela comme un message des enfants qui fuient au quotidien le pays, la fuite de la ressource humaine, la fuite du capital humain. Et c'est comme ça que nous perdons des génies, c'est comme ça que nous perdons des talents, c'est comme ça que nous perdons en fait ceux-là qui doivent normalement apporter un soutien au développement de notre pays. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est la détermination en fait des Camerounais de la diaspora qui veulent comme ça sauver l'honneur de ceux qui sont ici à l'intérieur ou alors relever le défi parce que comme venait de le rappeler tout à l'heure le membre régional du MRC, nous sommes dans un système un peu fermé avec une certaine brimade, ma foi, très avancée de l'opposition. L'opposition radicale, hein, pas l'opposition de convenance qui joue tout simplement le jeu du régime, mais l'opposition radicale. Et c'est un fait, au Cameroun, toutes les libertés politiques ne sont pas assez garanties. Et ces enfants de la diaspora ont décidé, comme on le dit au quartier, de marquer le régime, d'être balle au pied avec le régime, utiliser la liberté que leur offre l'espace dans lequel ils ont décidé d'aller se réfugier pour marquer leur désaccord et pousser le régime à bout. Donc c'est également quelque chose qui va forcément inspirer ceux qui sont à l'intérieur. Donc par mimétisme, on peut se retrouver avec des situations de reproduction domestique ou reproduction locale de ce qui s'est passé à Paris. Autre élément à retenir, c'est en fait la posture du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parce qu'au-delà de tout, on sait bel et bien qu'il a été l'épicentre de cette manifestation, comme toutes les autres qui ont eu lieu dans le passé, dont le professeur Maurice Kamto, qui a d'abord pris le soin de se désolidariser des extrémismes. Je l'ai demandé d'ailleurs sur mon compte Facebook que le président Paul Biya fasse également autant, qu'il appelle ces extrémistes à plus de retenue. Moi, personnellement, je prends l'aîné Lipote, Sosten Médard Lipote à témoin. J'avais reçu une promesse de mort d'un sympathisant du régime sur ma page. Il avait identifié là où je résidais à Aoudia. Il a dit, je vais vous régler les comptes. Donc, il y a également des extrémismes de ce côté-là. Il est également, tant que le président de la République, président national du RDPC, prenne également les devants pour se désolidariser de ces extrémismes. Il s'est également désolidarisé de la manifestation pour ne pas donner une certaine connotation émergiste à la chose. Et cela rejoint l'idée que je viens de soutenir tout à l'heure, que ce que nous voyons à Paris, ce que les voix discordantes qu'on trouve au Cameroun, qu'on trouve à l'extérieur, ces voix discordantes-là ne sont pas forcément les voix du MRC, ce sont des voix d'une jeunesse dans sa globalité qui, ma foi, est en train de manifester. Est-ce que ces voix peuvent avoir un écho
au Palais de l'Unité ou bien dans la représentation diplomatique du Cameroun? Je pense que sous réserve du secret des visites du président de la République, on peut déjà dire que l'une des victoires de cette diaspora, c'est la réduction des séjours du président de la République à l'étranger. Vous savez bel et bien qu'à une certaine période, nous ne pouvions pas passer pratiquement plus de 3 mois sans que le président ne fasse un court séjour, long séjour, et surtout que personne ne savait là où il se trouvait. On disait tout simplement que le président est allé en Europe. L'Europe n'est pas un pays, un peuple doit savoir où se trouve son président. S'il est en Suisse, qu'on nous dise qu'il est en Suisse. S'il est en Allemagne, qu'on nous dise qu'il est en Allemagne, mais on disait généralement il a un court séjour en Europe. Et finalement, ça devenait un court long séjour. Et vous voyez que tous ces jours-ci, nous n'avons pas droit, nous n'avons plus vécu ces mouvements qui, ma foi, ont une certaine incidence également sur le budget de l'État, parce que lorsque le président se déplace avec toute la garde rapprochée et la garde éloignée, c'est-à-dire des éléments de sa sécurité interne et élargie, c'était un coût parce qu'il ne dépensait pas, il ne prenait pas ça de sa poche. C'est le Camerounais lambda qui finançait ces déplacements. Donc forcément, il y a une certaine réduction, il y a une certaine incidence sur le budget de l'État, et cela peut être mis à l'actif des mouvements de la diaspora. Il y a également la communication internationale. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que c'est la France, par exemple, qui continue de maintenir la guerre dans le Nozo. La France est un acteur très important dans la stagnation de la situation dans le Nozo, tout simplement parce que la France continue de garantir toute sa sécurité internationale à l'angle de Yaoundé, contrairement à ce que M. Meka disait tout à l'heure au sujet de la souveraineté du Cameroun, des choses du Cameroun qui doivent se gérer au Cameroun. Vous savez bel et bien que la première sortie du président de la République, sortie orale du président de la République sur la question du grand dialogue national, c'était à Paris, où il était parti rendre compte à M. Macron, et pourtant ce qu'on attendait, c'est que le président de la République fasse un discours sur le grand dialogue et qu'il nous dise quelles sont les options qui ont été retenues. Jusqu'ici, personne ne peut dire avec exactitude ce qui a été retenu parmi les différentes recommandations qui ont été arrêtées à l'issue du grand dialogue national. Donc, il y a également cette communication pour dire à la France qu'elle doit forcément arrêter de jouer le mauvais jeu et se mettre du côté des opprimés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de messages. Et maintenant, pour moi, ça rentre dans la vitalité, politique, donc l'animation politique. Parce que normalement, on devrait se retrouver avec ce genre de messe politique dans notre pays, c'est-à-dire que du côté du stade Amadou Ahidjo, qu'on retrouve le président de la République, le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en train de mobiliser ses partisans avec une certaine passion, avec un certain engouement, et qu'au stade de la réunification à Douala, on voit également le professeur Maurice Kamto ou alors le chairman en train de mener également ce genre de messe politique. Mais malheureusement, on est obligé de vivre ces choses à distance. Et pourtant, notre démocratie, si elle se veut vraiment avancer, devrait accepter et devrait nous offrir ce genre de messe politique qui concourt à la vitalisation du jeu et qui dépassionne, qui décompresse. Ça fait en sorte que les gens n'ont plus droit d'avoir recours, par exemple, aux armes pour s'exprimer, comme c'est le cas aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest. André Luther, les critiques formulées à l'encontre du pouvoir de Yaoundé justifierait cette mobilisation de la diaspora mécontente des promesses non tenues du pouvoir en matière d'état de droit, en matière de double nationalité promise depuis belle lurette à cette diaspora camerounaise. C'était même l'une des recommandations du grand dialogue national. Et on voit, selon Aristide Monod, que cette mobilisation de la diaspora camerounaise très active a un impact sur le pouvoir de Yaoundé, puisque le chef de l'État a réduit de façon considérable ses déplacements à l'étranger, lesquels déplacements étaient sujets de manifestations anti-BIA observées en Europe. Comment vous appréciez cela? Que doit faire le pouvoir en place face à cette diaspora camerounaise mécontente de la manière dont le pays est géré? Disons qu'il a fait beaucoup de déclarations. Il a parlé d'exil socio-économique. Je voudrais signifier à tous les Camerounais qui nous regardent que le Cameroun est un Eldorado de l'Afrique. Il y a des Maliens, des Sénégalais,
qui se débrouillent très bien au Cameroun. Il y a même des Camerounais qui investissent au Cameroun et qui s'en sortent très bien. D'abord, lui-même, il pouvait être aussi un exilé socio-économique, il ne l'est pas. Nous avons décidé, n'est-ce pas, de travailler au Cameroun. Et il faut dire qu'il n'y a aucune société où tout est facile. Il faut toujours se battre, il faut toujours travailler, il faut avoir la conviction de ses idées. Et ce discours de vouloir toujours justifier la fuite, n'est-ce pas, des Africains vers les pays européens, n'est pas un discours porteur, parce que dans tous les pays, chacun se débrouille. Il y a un certain cadre qui est mis, un cadre minimum qui permet à chacun de pouvoir s'en sortir. Non, c'est pas toujours la diaspora, elle n'est pas composite. Nous avons des informations d'un marché, d'une économie des marches, notamment qui n'est pas toujours des Camerounais, où il y a des Sénégalais, les Maliens, les Congolais, les Togolais, et qui sont financés notamment par des forces centrifuges et même par la métropole. Et c'est important que les Camerounais le sachent que ce n'est pas toujours les Camerounais qui marchent. Et s'il y a des coalitions entre le MRC, la BAS et d'autres intérêts, n'est-ce pas, centrifuges qui voudraient déstabiliser le Cameroun, il y a de ce côté-là des mercenaires de la marche qui sont parfois mobilisés pour pouvoir faire ces actes-là et qui, notamment, peut avoir des complicités avec la métropole. Et c'est à cela que je tombe dans son propos où il dit que la France maintient la guerre au Nozo, ce qui est pratiquement faux. Dans le cadre, n'est-ce pas, de ce qui se passe au Nozo, il y a des financiers, nous les connaissons, qui sont hébergés par les États-Unis, qui sont en Norvège et qui financent notamment, n'est-ce pas, ceux qui sont en brousse. Et nous avons vu des vidéos où des gens disaient qu'il y a beaucoup d'argent pour continuer à financer la guerre au Nozo. Donc, vous ne pouvez pas faire... C'est ça qui me gêne un peu dans votre analyse, parce qu'elle est partisane. Vous ne pouvez pas dire que c'est la France qui maintient, n'est-ce pas, la guerre au Nozo, alors que vous savez qu'il y a une diaspora du nord-ouest et du sud-ouest qui est financée par des réseaux, par la métropole. Je vais conclure notamment en disant que nous sommes tous Camerounais. Et nous devons nous unir pour notre pays. Et nous devons nous départir des partis politiques, des idéologies partisanes pour pouvoir nous consacrer dans notre pays. Ce que nous avons de plus cher, et c'est important que les Camerounais le sachent, c'est notre pays. Il n'y aura pas, nous irons pas dans... Vous, peut-être, vous parlez de la double nationalité. Dans la double nationalité, encore, il y a un débat. Le débat, n'est-ce pas, de la filiation à ces pays-là. Vous savez qu'il y a des nationalités, lorsque vous les prenez, vous représentez ce pays et vous protégez leurs intérêts partout où vous êtes. Donc, il est important aujourd'hui qu'on sache que quand vous êtes Camerounais, vous devez partager les idées des Camerounais. Je vais conclure, s'il vous plaît. Je vais conclure en disant que nous n'avons qu'un seul pays. Et la guerre ne peut profiter à aucun des fils du Cameroun. Nous devons nous unir au Cameroun, résoudre nos problèmes et faire en sorte que la paix revienne. Et cette paix-là, elle est conjuguée par tous les efforts, les Camerounais, les médias et ceux qui peuvent permettre, n'est-ce pas, en sorte que nous puissions sortir ce pays de la paix. Parce que la guerre, c'est quelque chose d'assez horrible si cela nous arrive. Il faudrait que nous préservions ce pays. Edmond Kamgia, quel regard portez-vous sur cette manifestation des Camerounais de la diaspora? Pour vous, quels sont les symboles les plus forts et quelle devrait être l'attitude du gouvernement? Il faut d'abord dire que la nouvelle mobilisation des Camerounais et Camerounaises à Paris fait partie de ce qu'on appelle les moyens conventionnels de mobilisation citoyenne. Et parmi les symboles que l'on pourrait mettre en relief, il y a d'abord la thématique de cette mobilisation. Elle est triple. La première, c'est ils ont demandé la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. La deuxième, c'est la réforme du système électoral. La troisième, qui fait partie d'une campagne qu'ils ont organisée, c'est celle de la libération de tous les prisonniers politiques, y compris ceux du MRC et d'autres formations politiques. Ou alors d'autres personnalités comme des journalistes, un peu comme Amadou Vamouké, qui est dans une situation ambiguë depuis 5 ans. Il n'est pas jugé, l'affaire ne cesse d'être renvoyée. En dehors de ce symbole fort, il y a le fait que de plus en plus, la diaspora camerounaise est très active, elle est déterminée, elle est solidaire, qu'elle soit en Europe, aux États-Unis ou sur d'autres continents, y compris en Afrique.
on la sent très forte, on la sent très puissante, ce qu'elle n'était peut-être pas, hier ou avant-hier. De plus en plus, elle fait parler d'elle. Et lorsqu'elle se rend compte que le Cameroun, à travers ses dirigeants, lorsqu'ils sont à l'étranger, lorsqu'ils sont aux Nations Unies, notamment au Conseil des droits de l'homme, proclament que nous sommes un État de droit, que nous sommes un État qui respecte les droits de l'homme, ils veulent montrer à la communauté internationale, parce que cette mobilisation sur la place de la République à Paris fait en sorte que toutes les missions diplomatiques qui sont à Paris suivent de près ce qui se passe, écoutent les discours des Camerounais et Camerounaises à Paris. Et cela fait en sorte que lorsque les parlementaires français veulent s'occuper des questions africaines, ils ont à travers ce type de mobilisation des sujets importants pour questionner le gouvernement français sur sa politique vis-à-vis de ces pays amis du Cameroun ou d'autres pays africains. Et cela compte dans la mise en agenda des questions politiques, dans la mise en agenda des questions qui importent, qui comptent dans les relations bilatérales entre un pays et un autre, notamment dans les relations entre la France et le Cameroun. Je voulais chuter pour dire que ce type de mobilisation fait en sorte que la France n'est pas indifférente. Même si les dirigeants français ne réagissent pas, ils observent. Et ça va compter d'une manière ou d'une autre dans les rapports entre le Cameroun et la France. Après vous, un dernier mot, Maître Moustapha Ngwana, lorsque vous voyez ces Camerounais de la diaspora qui se mobilisent, qui expriment leur mécontentement au regard de la situation socio-politique et sécuritaire dans leur pays, comment interprétez-vous cette nouvelle mobilisation et que faut-il faire pour réconcilier le Cameroun et une partie de sa diaspora qui s'est mobilisée? Les revendications qui sont formulées par les Camerounais de la diaspora sont des revendications on ne peut plus légitimes. Et je crois que tout gouvernement qui ambitionne d'inscrire son pays dans la pérennité, dans la paix, qui est scandé ici, devrait absolument pouvoir y accéder. La fin de la guerre dans le Nozo ne dépend que d'une réelle volonté politique. Tout comme un code électoral consensuel ne dépend d'une réelle volonté politique. Et ce qui malheureusement semble faire défaut. Ce qu'il faut absolument dire également, c'est que en réalité, la diaspora doit pouvoir, par cette action, contaminer le peuple de l'intérieur. Le peuple de l'intérieur, malheureusement, on ne peut plus amorphe. Et on a parfois le sentiment, nous qui passons sur les passages de télévision, que nous sommes des victimes sacrificielles. Parce qu'en réalité, les populations qui doivent être éclairées par les discours que nous tenons parfois ici, les dimanches, semblent ne pas suivre. Ils sont dans une espèce de torpeur, de frayeur organisée par le camp de Meka, qui refuse absolument aux Camerounais de pouvoir se libérer du joug de l'oppression qui est mis en exergue depuis une quarantaine d'années, sinon depuis avant les indépendances. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que le peuple camerounais prenne le relais, le peuple camerounais de l'intérieur prenne le relais pour faire des revendications véritables. Parce que la crise dans le Nozo et toutes les revendications sont faites impactent sur notre quotidien à tous. Aujourd'hui, notre pays est carrément dans l'impossibilité de pouvoir se développer sur le plan économique parce que la partie la plus importante de nos ressources va au ministère de la Défense. Et ça va au ministère de la Défense parce qu'il y a des guerres dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous tous sommes pour que la guerre puisse s'arrêter, mais il faudrait que le RDPC le veuille également. Nous avons demandé ici. Il y a eu un grand dialogue. Il y a eu un grand simulacre à Yaoundé. Il y a eu un grand simulacre à Yaoundé qui n'a aucunement été un grand dialogue national parce que les principaux acteurs n'ont pas été associés. C'était une causerie entre membres du RDPC. Et malheureusement, il n'y avait pas que le RDPC à cela. Malheureusement, quelques partis d'opposition qui se sont fait enfariner parce qu'en réalité, l'opposition y était, la société civile y était. Et je dis même la formation politique à laquelle j'appartiens était au grand dialogue national, mais aujourd'hui, en interne, nous sommes tous unanimes que ce fut une erreur d'aller au grand dialogue national parce qu'il ne nous a rien apporté et que toutes les propositions qui ont été faites par l'opposition en vue de sortir de la crise, malheureusement, n'ont pas été prises en compte. C'est faux, monsieur. Une question aussi, par exemple, notre diaspora, par exemple,
qu'est-ce que ça nous coûterait de leur accorder la double nationalité? Parce que malheureusement aujourd'hui, la plupart des pays africains sont devenus par le diaspora. Un pays comme le Mali, le Mali dépend constitutionnellement pour son équilibre de sa diaspora. Il faudrait que le Camerounais également puisse venir investir dans le pays. Vous imaginez qu'un Camerounais qui va aux États-Unis, il s'est enrichi, il ne peut pas acheter un terrain au Cameroun sans autorisation du ministre du MINCAF. Du ministre Kalas, il demande la vie foncière. Tout ça veut dire qu'il y a des blocages même pour l'investissement des originaires du Cameroun dans le pays où ils sont nés. Donc, il y a des petites choses qui ont été réclamées. Le RDPC ne veut pas que ça puisse changer. Donc, il ne faut pas être surpris qu'après le grand dialogue national, malheureusement, la crise se soit démultipliée tel que c'est le cas aujourd'hui. Donc, nous sommes tous... C'est pour des intérêts égoïstes. Pour le partage du pétrole et toutes ces invasions prédatrices. On vous nommera encore à l'université. Non, c'est pas ça. Non, le problème... Vous aurez encore des postes à l'université. Vous faites la démagogie. Non, vous faites la télévision, fait la démagogie. C'est vous qui faites la démagogie. Vous espérez que vous serez nommé. Quand vous aurez soutenu votre thèse, en leur disant que je ne vais pas parler. Au niveau de thèse, mon jeune ami Meka, vous serez encore nommé à l'université. C'est ça. Parce que vous avez déjà soutenu votre thèse. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous invite à poursuivre ce débat dans la troisième partie, juste après la fin de l'émission Droit de réponse. Merci André Lucker et Edmond Kamga d'avoir participé à ce débat. Je vous dis également merci messieurs Maître Moustapha Gouana, Aristide Mono et Christian Massoma d'avoir participé à cette émission. Mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.